Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui j'accueille Jérôme Léonard. Jérôme, bonjour. Bonjour Xavier. Alors Jérôme, toi tu fais partie de CAFPI. Tout à fait. Donc CAFPI, c'est quoi CAFPI? Alors CAFPI est courtier en prêt immobilier et en assurance emprunteur. D'accord. Donc notre objectif, nous on est intermédiaire, si tu veux, on se place entre les banques et les clients pour essayer d'optimiser la recherche de prêts immobiliers des clients qui font appel à nous. Donc voilà, notre objectif est simple, c'est de trouver la meilleure proposition en termes de taux et d'assurance pour des clients qui souhaitent emprunter et faire un prêt immobilier. Alors CAFPI est un partenaire de Domini. Tout à fait. Donc aujourd'hui on ne travaille pas ensemble, mais comme tu étais sympa, j'avais envie C'est gentil, merci. de t'avoir ici et puis de te poser quelques questions. Avec plaisir. Parce que souvent, en fait, quand tu dis voilà, aux gens, écoutez, voyez, avec un courtier, je vous passe la carte de mon gars, ben souvent les gens disent ah ouais, mais bon, moi je préfère passer par ma banque. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de réticence. Alors, le métier de courtier il a évolué. C'est vrai que ces dernières années, les gens ont quand même compris l'intérêt d'avoir un courtier. C'était un peu plus difficile d'après les dires de mes collègues il y a quelques années. Ah oui, une dizaine d'années, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, ça va, les gens sont ouverts. Globalement, si le samedi, tu discutes avec des amis ou de la famille, le mot courtier va ressortir un moment ou un autre pour des gens qui ont un projet IMO. Voilà. Que ce soit... Mais moi je dis toujours, parce que je vois dans l'immobilier, souvent les gens disent je veux pas d'agence. Ouais, parce que en fait, ils veulent pas rajouter un honoraire en fait sur le prix, ce qui peut être compréhensif. Tout à fait. Pour vendre au bon prix, sauf que derrière, il y a tout un tas de services, en tout cas la gestion des visites, la multidiffusion, Tout à fait. l'expérience, ainsi de suite. Qu'est-ce qui justifie en fait un honoraire d'un courtier? Alors c'est un peu le même principe. Il y a encore des clients qui peuvent être réfractaires à utiliser ou à passer par un courtier. La vraie plus-value du courtier, elle est sur... en gros, nous sommes des intermédiaires et nous, on va se positionner à la place du client dans la recherche de la meilleure offre possible. Donc le client, il y a beaucoup de mouvements dans les banques. Surtout aujourd'hui, on est dans un contexte bancaire qui est particulier. Les banques changent de taux quasiment de mois en mois, peut-être parfois de semaine en semaine. Si on prend le top 3, il peut bouger d'une semaine à l'autre. Donc nous, notre objectif, c'est de trouver la meilleure option pour le client. Et si le client veut faire ça par ses propres moyens, ça veut donc dire qu'il devrait faire toutes les banques et recommencer quasiment ce travail le temps qu'il y a une réponse de l'une. Le mois suivant, il devrait déjà tout recommencer. Parce que les taux ont changé, les assurances ne sont plus les mêmes, etc. Donc en fait, c'est extrêmement chronophage. Donc l'objectif, c'est de faire gagner du temps au client, c'est que le client se consacre à la recherche de son bien et que nous, on s'occupe de la partie financière. En gros, c'est la délégation d'un service. Et nous, la plus-value, elle est vraiment... Donc c'est ça votre service, c'est vraiment le gain de temps et l'efficience. Le gain de temps, l'efficacité, l'optimisation, et puis il y a un niveau d'expertise qui existe dans nos métiers, qui est extrêmement important. Et donc voilà, donc nous on met notre expertise au service des clients pour leur trouver la meilleure offre. Et donc toi, ça fait combien d'années que tu fais ce métier? Alors moi je suis rentré chez CAFPI il y a maintenant 2 ans, j'ai entamé mon processus de formation début 2022. Donc, ça fait quasiment 2 ans que je suis à l'agence de Thionville maintenant. Donc ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'expérience, il vaut mieux passer par ton collègue qui a 10 ans d'expérience. C'est exactement ça, je te remercie beaucoup Xavier. C'est sympa, merci encore. Quand on peut aider. Bien sûr, je te remercie. Non mais en fait, alors pour pas citer de nom, le crédit mutuel, généralement, j'ai encore eu le cas là récemment d'une cliente qui au départ était passée par mon courtier, donc lui il a commencé à lui expliquer ce qu'elle devait faire pour rendre un peu plus sexy ses comptes, et donc elle allait trouver sa banque qui lui a chamboulé le cerveau. Donc généralement, moi j'ai eu le cas parce que je suis passé par là, et je me suis dit tout de suite sa banque c'est le Crédit Mut. Et donc, le courtier donc, me dit, ouais, effectivement, c'est le Crédit Mut. De toute façon, les Crédit Mut, ils sont contre les courtiers. Et ils prennent toujours, en fait, ils disent, on va vous aider, on va faire plus que pour les autres, pour justement qu'ils n'aillent pas chez un courtier. Alors, nous, sur Thionville, c'est la seule banque avec laquelle on ne travaille pas, avec laquelle on n'a pas de partenariat. Donc, le Crédit Mutuel peut prendre des décisions en interne, les directeurs d'agence sont presque indépendants et peuvent décider là où d'autres vont avoir à référer à un pôle immobilier ou à des supérieurs en termes de prise de décision. Donc le Crédit Mutuel est un peu libre aussi d'agir par rapport peut-être à d'autres partenaires bancaires. C'est ce qui explique cela. Voilà. Quand les clients leur disent j'ai un courtier, j'ai une meilleure proposition, souvent on a le cas, ils peuvent s'aligner, ils peuvent faire une proposition identique à leurs clients. Chose qu'ils n'avaient pas fait exactement, chose qu'ils n'avaient pas fait au préalable, puisque la première proposition qu'ils avaient faite n'était pas forcément bonne, n'était pas forcément la meilleure. Effectivement, c'est une connaissance de moi.
qu'est-ce que toi tu dirais, parce que souvent on me dit oui, mais ça va me coûter 2000 euros, tu vois, d'honoraires. Derrière, toi, combien tu peux faire gagner à un client qui, plutôt que de se dire, bah, 2000 balles, c'est perdu, ma banque, elle va faire mieux. Combien toi tu peux faire gagner à un client qui justifierait en fait tes honoraires et le fait de passer par toi? Alors il y a deux choses. Déjà, la notion d'honoraire, nous on indique toujours au premier rendez-vous, c'est que le client, nous on est payé au résultat. C'est très important, un peu comme les agents immobiliers. C'est-à-dire que nous on a une obligation de moyens. On va mettre tous les moyens qu'on a en œuvre pour essayer de trouver une solution au client. Et on sera payé à la fin de l'opération quand le client a signé chez nous. Seulement si ça oui. Exactement. Donc nous en fait, tout au long du processus, le client est libre d'accepter ou pas les propositions qui lui sont faites. Ouais. Nous, on sera payé si le client accepte la proposition de la banque, qui signe chez le notaire et qu'il a récupéré ses clés. D'accord. Voilà. Donc il n'aura jamais rien à nous régler directement. Le client réellement ne sort pas 2000 euros ou 2500 ou 3000 selon les montants qu'il a empruntés pour payer le courtier. Voilà. Ça on explique souvent et c'est inclus dans la solution de financement. Ça c'est le premier point. D'accord. Deuxième point qui est extrêmement important, je vais volontairement pas donner de chiffres parce que à partir du moment où je vais semer dans l'esprit des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo un montant, à partir du moment où ils n'auront peut-être pas gagné ce montant, ils vont estimer que la proposition ne sera pas intéressante. On est toujours vigilant sur l'annonce de chiffres, même quand on fait des simulations. Mais en tout cas, passer par un courtier qui va négocier 0,50 ou 1% de baisse sur une première proposition ou sur une proposition qu'il aurait eu de sa banque, ça peut générer au final, à la fin de l'opération, quelques milliers d'euros, voire beaucoup de milliers d'euros. Ouais. Et c'est-à-dire beaucoup de milliers d'euros, plutôt 5, 10, ou ouais, tu veux pas. Non, volontairement, je ne le fais pas. Je le fais pas parce que ça dépend des dossiers, ça dépend des montants empruntés, ça dépend de plein de choses. Et donc la commission, elle est aussi basée sur un pourcentage en fait du montant emprunté. Ouais. Nous, grosso modo, on tourne aux alentours d'1% du montant emprunté. D'accord. Ouais. Tout en termes d'honoraires. Donc effectivement, il y a un réel intérêt à aller voir un courtier aujourd'hui. De plus, sur les assurances, parce que nous, notre objectif, on est aussi courtier en assurance emprunteur. Notre objectif, c'est d'essayer de proposer aux clients un package complet. Donc il y a d'une part effectivement les taux, et c'est souvent la première notion sur laquelle les clients nous attendent, c'est le taux. Oui, ouais. Alors c'est pour ça qu'il c'est pas ça le plus important. Ben, c'est important, mais il ne faut jamais oublier aussi les assurances emprunteurs qui sont extrêmement importantes. Il faut être bien couvert, il faut avoir une notion de risque. Donc nous, on peut leur proposer aussi un partenaire bancaire qui soit mieux placé en termes d'assurance. Voilà, c'est un jour parce que les assurances emprunteurs, c'est comme toutes les assurances. C'est quand on a un accident de vie, qu'on est confronté à son assurance, et que là, on se rend compte si on est bien assuré ou pas. Bien sûr. Donc nous, l'objectif, c'est aussi de trouver, en plus du taux, une solution assurance emprunteur qui soit la plus favorable possible aux clients. Alors tu me diras si je raconte pas trop de conneries. Dernièrement, j'avais fait une vidéo où je parlais justement de la loi Lemoine. Et donc, apparemment, des recherches que j'ai pu faire, depuis la loi Lemoine, tu peux, dès la signature de ton crédit, revoir en fait cette assurance. Tout à fait. Maintenant, les clients sont libres. Parce que souvent, l'assurance emprunteur était liée au prêt, donc c'est-à-dire ils étaient signés dans la banque dans laquelle on avait fait le crédit. Depuis le septembre 2022, la loi Lemoine est passée, comme tu l'as justement dit, et cette loi permet à n'importe quel moment de pouvoir trouver une assurance si un tarif est plus compétitif, de pouvoir changer son assurance sans date anniversaire, voilà, de le faire quand on le souhaite. Pour ça, il faut donc des équivalents de garantie. Donc la banque va vérifier et s'assurer que la proposition nouvelle qui est arrivée chez le client, elle est conforme. Exactement, et à partir de là, le client peut changer n'importe quel moment. Mais donc maintenant, on va dire que toi, quand tu vas monter un dossier, tu vas regarder qui fait le meilleur crédit et quelle est la meilleure assurance emprunteur. Parce que maintenant, si tu vas avoir une banque, on va dire une banque X, ils vont te dire, tu me prends le crédit avec l'assurance emprunteur. Je pense que... Alors, c'est effectivement, c'est un jeu de stratégie. Parce que évidemment, il faut que la banque joue le jeu. Il faut que nous, quand on soumet le dossier à la banque, aux partenaires bancaires, qu'on leur vende aussi cette proposition-là, c'est-à-dire avec une assurance externe. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on négocie avec le partenaire. À mon avis, ça doit être compliqué. Parfois, il y a des partenaires qui ne jouent pas le jeu, parfois il y a des partenaires qui jouent le jeu, qui acceptent, voilà, parce que le dossier est bon, parce qu'ils ont envie de travailler avec ce client-là. Donc c'est un jeu de négociation, effectivement, mais c'est un travail qu'on fait. Voilà. Nous, on essaie en tout cas de... Si on le peut, si on a un contrat qu'on estime meilleur et que dans l'intérêt du client, il vaut mieux aller sur une assurance externe, on le fait, on le propose à la banque et on essaie de négocier avec la banque pour avoir un accord. D'accord. Et c'est quoi le plus gros crédit que tu as pu négocier? C'est quoi? Fais-nous voir un peu rêver, quoi. Non, en fait, alors paradoxalement,
Et ça peut être une indication aussi. Ouais. Je pourrais vendre du rêve aux gens qui vont peut-être regarder la vidéo. Ouais, bien sûr, tu vas regarder la vidéo. Exactement, il y en aura, j'en suis sûr. Je pourrais vendre du rêve, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, la majorité des prêts immobiliers, alors nous on est en proche frontière, c'est un peu en proche frontière Luxembourg, hein, j'entends. Donc effectivement, il y a parfois des biens immobiliers, il y a des secteurs immobiliers qui sont très demandés, très recherchés, avec des prix de maison qui sont plutôt élevés. Mais globalement, sur le secteur thionvillois, et si on prenait des primo-accédants, les gens qui nous sollicitent, je ne suis pas sûr qu'on tombe en moyenne sur des... Du CSP+. Ben non, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, sur la moyenne des biens et des... Très pas de biens, 1 million, 2 non, millions. pour l'instant, c'est pas le cas, c'est très rare. Des 2 millions. C'est des niches. On a, ouais, ça peut arriver, hein, il y a des maisons qui valent ce prix-là. Moi, j'ai des clients qui viennent nous voir, qui vendent leurs biens ou qui vont racheter un bien. Effectivement, il y a des gens qui sont dans c'est plus ou moins le prix des maisons dans les secteurs. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça. Ouais. Mais globalement, l'emprunteur moyen, on est plutôt aux alentours de 250, 300 000, quoi. Et je vais même plus loin. C'est que c'est pas des dossiers qui intéressent forcément les banques. Les 200 et quelques mille. Non, les 500. Exactement. Ouais. Ils préfèrent plutôt financer. Et quand ça a été compliqué là, sur la dernière année ou sur les 2 dernières années, il y avait même certaines banques, certains partenaires qui avaient des restrictions sur ces projets-là. Ah, ils préféraient financer des projets plus petits. On avait des plafonds à ne pas dépasser. Donc, mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même plus à gagner sur un gros montant que sur un petit. Parce que la typologie de client est différente, parce que c'est des clients qui sont beaucoup plus aguerris, c'est des clients à qui on ne peut pas tout dire, à qui voilà, la relation bancaire elle est beaucoup plus compliquée avec un client qui a un revenu de 10 000 euros, qui a déjà des biens, qui a du patrimoine, qui a déjà eu du patrimoine par le passé, qu'un primo-accédant qui démarre dans la vie, qui a besoin de... Ça me fait penser à un truc et je rebondis là-dessus. Généralement, quand on va dire, moi je suis à la Crédit Mutuel, de mec me trouve un putain de financement à la caisse d'épargne, mais ils vont me dire, ok, venez, mais vous prenez l'abonnement téléphone chez nous, l'assurance habitation chez nous. Alors l'assurance téléphone, c'est un service de Noël. Je vais te rejoindre, c'est ce qu'on appelle les contreparties. Ouais. Alors ça, c'est plutôt normal. Là, je vais défendre mes partenaires bancaires. S'ils suivent... Ouais, le futur parce qu'il te regarde. Eh bien non, ouais, et je le pense vraiment en plus. N'oubliez pas, il vous défend. Je le pense sincèrement, je vais être très honnête avec ce que je vais dire là. Les partenaires bancaires, s'ils suivent un projet, quel qu'il soit, après accédant, quelqu'un qui veut continuer à augmenter son patrimoine, donc ils vont le suivre sur un projet IMO, il est normal qu'ils deviennent clients de la banque, que les contreparties. En général, le package de contreparties est toujours le même d'une banque à l'autre. Ça peut différer, mais ils sont plus ou moins tous alignés sur le même principe. C'est la domiciliation des revenus, c'est de gérer les épargnes, et effectivement la multi-risque habitation, et parfois pour les banques sociétaires d'avoir ce qu'on appelle des parts sociales à l'entrée. Voilà. Mais c'est un package qui est basique et qui est plus ou moins justifié parce que la banque va pas vous suivre et vous prêtez 250 000 euros. C'est de toute façon les produits bancaires, vous allez les prendre ailleurs, les cartes bleues, vous allez les prendre ailleurs, vous n'allez pas être réellement client, ils n'ont pas d'intérêt à vous suivre. Voilà. C'est un réel partenariat. Alors toi, est-ce que tu as cette notion-là de tous ces packages sur combien ça représente pour une banque? Quel est vraiment leur intérêt d'avoir cette condition, on va dire, sine qua non quand tu attires un nouveau client? Donc pour répondre à ta question, qui est une question que les clients nous posent souvent, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les banques, quand elles achètent de l'argent, elles ont 2 moyens de se financer. Soit elles se prêtent l'argent entre elles, soit elles empruntent à la banque centrale. Dans les 2 cas, elles revendent aux clients l'argent moins cher qu'elles ne l'ont acheté. Les contreparties sont là. Parce que ce qui les intéresse, c'est la relation bancaire, la relation commerciale. Parce que quand elles financent un projet, elles ne gagnent pas ou peu, surtout quand les taux étaient à 1%. Il faut voir aujourd'hui, est-ce que ça s'est régulé? Et dans tous les cas, il n'y a pas un réel gain à prêter de l'argent, en particulier aujourd'hui. Donc, la banque va gagner son argent avec la relation commerciale à long terme avec le client, sur les cartes bancaires, sur des assurances, sur des produits comme ça. Voilà. Cette question de contrepartie, effectivement, elle est légitime, les clients se la posent, mais il faut expliquer le pourquoi du comment, et qu'effectivement, il n'y a pas de réel gain financier pour les banques de prêter de l'argent. Alors, les banques vont bien, hein, c'est pas, parce que souvent les gens disent oui, enfin bon, la réponse là, mais c'est une réalité. Voilà. Donc la banque, elle a un intérêt à vous suivre si vous devenez client de la banque. Il y a eu une longue période où effectivement les banques perdaient de l'argent sur les prêts immobiliers. Hein, et donc derrière, ils se rattrapent avec tous ces services bancaires, assurance, téléphone. Exactement, ce qui assure les bénéfices au quotidien pour un organisme bancaire, c'est ça. C'est la relation, ce qu'on appelle la relation commerciale. D'accord.
Et alors, moi, j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a discuté. Dernièrement, j'ai été en concurrence avec l'agence immobilière du CIC. Ok. Alors, tu vois, en fait, je savais pas du tout, moi, quand on m'a dit ça, on m'a dit c'est l'agence immobilière du CIC. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Et effectivement, je me suis fait séquestrer ma carte à Nouvel An pour bien finir l'année. Et donc, le 2, j'ai pu aller rechercher ma carte. Et le temps que je fasse la queue, eh ben, j'ai vu au fond, là, c'était pas le CIC, c'était le Crédit Mutuel, mais c'est le même, Ouais, c'est le même groupe. J'ai vu qu'ils avaient un panneau avec marqué avant, vendu. Alors, c'est pas le CIC machin, c'est un nom. Oui, ils ont leur filiale immobilière. Voilà, ouais. Il y a un nom, mais apparemment, là, j'ai l'impression qu'ils sont déterminés, autant Crédit Mutuel que CIC, à mettre en avant leur agence immobilière. Ok. Et donc, si toi, tu veux vendre ou faire un crédit ou quoi que ce soit, Ça on sera va avec toi. te diriger avec ces gens-là. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ce truc-là? Alors, j'ai pas de réel avis, puisque déjà, on travaille pas avec ce groupe-là sur l'agence de Thionville. Il y a d'autres agences CAFPI dans la France avec le Crédit Mutuel, d'une part. Donc, je suis pas au courant de ce process-là. Après, est-ce que j'ai un avis? Pas vraiment, parce que faudrait que j'aille plus loin sur comment ça fonctionne. Ouais. Est-ce qu'ils vont mettre en place un réseau d'agences? Est-ce qu'à l'intérieur des agences Crédit Mutuel, il y aura un conseiller dédié à l'immobilier? Enfin, il faut déjà qu'on soit au clair sur le fonctionnement. Et puis là, je pourrais, donc, dans quelques mois, si on fait Bien les sûr. vidéos ensemble et qu'on décide de... Bah écoute, en tout cas, moi je te trouve très sympathique et puis Merci. les dialogues sont sympas. Et écoute, peut-être qu'on se reverra sur le podcast de l'IMO ou peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'autre. On pourra en parler en off, il n'y a pas de souci. Ouais, ça va, on pourrait, ouais, c'est effectivement, dès qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne mettrait pas quelque chose en place? Ouais, C'est vrai que c'est un instant sympathique. ben, en même temps, on peut mettre sur la table des questions dont tout le monde se pose, où il n'y a pas forcément de réponse. En tout cas, peut-être pas une réponse, on va dire, honnête et désintéressée. Ouais, je comprends. Donc oui, effectivement, ça peut se faire. Donc, dans un podcast à venir, si je rejoins Ouais, pour bien ma sûr. part ce que tu pratiques déjà, on pourra voir entre-temps comment s'est développée cette fameuse offre Ouais. du CIC, comment ils l'ont mis en place, Ouais, quel ouais. est leur principe. Parce que honnêtement, bah, moi je sais que le gars il a estimé l'appartement que moi j'avais, où moi je trouvais que j'étais déjà assez en fourchette haute, et lui il était encore au-dessus. Et alors, lui, apparemment- c'est qui? Du coup, tu t'es renseigné un peu? Alors, bon, il a un prénom et même un nom qui risque de te parler. Il s'appelle Monsieur Léonard. Ok. Donc, alors, je ne sais plus exactement son prénom, mais c'est un certain Monsieur Léonard de l'agence de Thionville. Ok. Donc, non, j'ai pas de lien d'accord, c'est déjà pas de famille. Oui, non, mais ça. Mais non, je connaissais un autre Léonard sur l'agence d'Amnéville, mais après, Non, c'est à Neville, t'as raison. c'est Amnéville. Donc oui, effectivement, Monsieur Léonard de l'agence d'Amnéville, moi je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui est dans l'agence depuis un moment déjà. Donc, mais maintenant, quand je te disais, lui c'est qui? Est-ce que tu as eu vent de ses fonctions principales? Est-ce que c'est un conseiller bancaire qui a une partie IMO? Est-ce que c'est quelqu'un qui est spécialement dédié à l'IMO En fait, aujourd'hui? j'ai regardé comment elle s'appelle, l'agence. Donc l'agence IMO, elle a pignon sur rue, elle est complètement indépendante du CIC. D'accord. C'est pas CIC IMO ou Ok, quelque d'accord. chose, mais je suppose que s'ils les mettent dans le game, c'est qu'ils ont un intérêt quelque part. Est-ce qu'ils n'ont pas racheté cette agence immobilière? Vu Peut-être. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui sont en galère, donc est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire un invest, une croissance externe, on va acquérir cette agence C'est possible, hein? et on va les mettre devant. C'est possible. Qu'à un moment donné, ils proposaient du neuf. Donc le Crédit Mutuel, bah, je pense CIC aussi, ils proposaient des programmes neufs sur plan. Donc les gens qui avaient un peu d'épargne pouvaient se dire, bah, tiens, on va injecter ça dans un projet neuf, peut-être le mettre en gestion Et locale. oui, puis c'est une manière aussi de sourcer leur filière financement, quoi. Voilà. C'est ça. C'est important, oui. Puis c'est vrai que le contexte a été très compliqué. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, tu le sais, qui ont eu qui ont rencontré des problèmes. Hein. Le métier du courtage a été aussi. Ah oui, il y a eu des turbulences. C'est ça, exactement. Donc, il y avait effectivement des agences qui ont peut-être fermé, certaines qui ont déposé le bilan, certaines qui étaient en demande de. Ouais, de reprise. Exactement. Donc, peut-être peut-être qu'effectivement, il y avait des opportunités d'affaires pour les banques d'injecter effectivement dans des filiales, de créer des filiales immobilières pour s'auto-sourcer, s'auto-alimenter. C'est possible que ça. En tout cas, je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Ok. Ah, ça m'a un peu perturbé parce que sur le coup, je me suis dit, putain, si maintenant eux, ils viennent dans le truc, tu vois, ils sont super bien placés. Parce que comme tu l'as dit, à un moment donné, leurs produits, ils l'ont chez eux, et s'ils ont un produit à te proposer en IMO,
ils vont avoir la primeur en fait de tout ça. Donc, bon, après, dans tous les cas, on ne s'improvise pas dans l'immobilier, donc dans tous les cas, ça demandera aussi un niveau d'expertise pour la réussite du projet, quel qu'il soit. Ah oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire soit embaucher des experts du domaine, ou faire une bascule de carrière pour les gens qui étaient au Crédit Mutuel ou au CIC et qui vont maintenant devenir agents immobiliers. Donc, il y a toute une phase à prendre. Donc voilà, ça va demander aussi du temps de devenir des experts dans le domaine immobilier, là où ils n'étaient pas positionnés. Si tu veux, en fait, pour moi, c'est pas des gens qui viennent du domaine bancaire. C'est des gens qui ont repris d'une agence. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que, je suis allé voir leur site, ils ont quasiment que des biens neufs ou des biens très récents. Et je pense qu'ils étaient intéressés par le bien de mon client, parce que c'est un bien qui a 3 ans, tu vois, c'est du neuf, quoi. Donc moi, je pense qu'ils proposent principalement du neuf, et peut-être de l'occasion, mais récente, tu vois, moins de 5 ans, moins de 10 ans. Et donc, je pense qu'eux, ils vont se positionner là-dessus. Et donc, pour proposer du neuf, ça va être super compliqué parce qu'eux, ils auront le financement et le produit. Donc, je pense qu'ils viennent un petit peu nous embêter. Je ne sais pas bien grave. Bon, on pourra en reparler. En tout cas, on va laisser les choses s'installer, voir un peu ce que ça dit, comment ça fonctionne. Et puis, on pourra en reparler, bien sûr. Mais en tout cas, comme ça. Eh bien, écoute, Jérôme, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Est-ce que toi, tu as des choses à dire au public qui nous regarde? Parce qu'il y a des gens qui regardent ce podcast. Oui, j'espère qu'ils seront nombreux, mais oui, je peux peut-être aussi apporter une réponse supplémentaire sur la notion de courtage. On parlait tout à l'heure des clients qui ont peut-être un peu peur, qui sont un peu... voilà. Tout à fait. C'est un beau métier, le métier de courtier, pour plein de raisons. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi quand j'ai fait un choix de carrière à titre perso. C'est que nous sommes intermédiaires et on est là pour les bonnes raisons. Voilà. Alors je dis souvent aux clients, que s'ils cherchent un courtier, il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance. C'est un peu comme s'ils cherchaient un avocat. C'est le même principe. Il faut quelqu'un qui va défendre leurs intérêts, il faut quelqu'un en qui ils aient confiance. Mais s'ils ont quelqu'un en qui ils ont confiance, c'est un véritable atout pour leur financement IMO. Ils ont tout à gagner à passer par un courtier. Voilà. Alors quel qu'il soit, aujourd'hui moi je suis chez CAFPI et voilà, il y a des bons courtiers partout. Voilà, c'est pas une question d'enseigne, c'est une question de personne. De personne, exactement. Mon responsable me disait toujours, il n'y a pas de mauvaise agence, il n'y a que des mauvais conseillers. C'est assez vrai. C'est assez vrai. Mais c'est vrai, moi je vois, tu vois, j'ai pas de souci avec IAD ou d'autres agences, parce que à l'époque, en fait, dans ma carrière, je me suis rendu compte que peu importe l'étiquette que tu as, tu peux être un connard en étant à la bonne enseigne, c'est ça. Et tu peux être quelqu'un de top en étant à la mauvaise enseigne. Donc c'est qu'une affaire de confiance. C'est qu'une affaire de confiance. Et voilà, j'invite les clients à rencontrer des courtiers, à aller voir ce qu'ils proposent. S'ils le sentent, de toute façon, là, ils vont vite le sentir. Hein, c'est comme toutes les démarches, mais en tout cas, oui, ils ont un véritable intérêt à le faire pour eux, pour leur sérénité aussi, hein, parce qu'avoir quelqu'un qui est dédié au projet IMO et qui gère la partie financière, qui est quand même chronophage, qui demande quand même beaucoup d'énergie même mentale, au moment où on a à choisir le bon bien immobilier, à trouver le bon bien, là, donc comme ça, ils se concentrent sur l'essentiel et sur la partie plus plaisante du projet IMO, et nous, on s'occupe de la partie financière en leur remontant évidemment les informations, puisqu'il ne s'agit pas de déléguer et de ne pas avoir un visu sur ce qui se passe, hein, bien au contraire, nous, on informe toujours les clients en cours de route, enfin, ils ont tous les éléments, on leur fournit toutes les clés de compréhension aussi. Et je pense aussi une chose que tu as peut-être omis de mentionner, c'est que en passant par un courtier, vous préparez le dossier. Tout à fait. Et vous l'envoyez en banque. C'est ça. Alors que quelqu'un qui va voir son conseiller, c'est le conseiller qui doit monter le dossier. Donc le conseiller a peut-être plein d'autres personnes à voir, d'autres problématiques à gérer. Donc ça va prendre plus de temps. Alors que vous, quand vous ramenez le dossier, il est ficelé, tac, c'est ça. directement. Le client n'a pas à s'en occuper. Alors, quand on rencontre les clients la première fois, on leur dit toujours, cette partie de montage de dossier, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'elle est très importante. Moi, j'en parle toujours au premier rendez-vous. C'est la partie la plus compliquée. Parce qu'en fait, on explique toujours aux clients, on va les présenter dans des banques qui ne les connaissent pas. Qui ne les connaissent. Et donc, partant de ce principe-là, il faut qu'on fasse de chaque élément de leur vie, on puisse apporter un justificatif. Parce que le banquier ne va pas s'embêter. Il va prendre le dossier du courtier, il va l'analyser. Qui ne va pas, ciao. Il le met sous la pile et il verra la semaine prochaine. Voilà. Nous, l'objectif, c'est qu'on leur fasse gagner du temps, pas perdre du temps. Donc, cette partie de montage du dossier, elle est très importante. On sollicite beaucoup les clients à ce moment-là parce qu'on leur demande beaucoup de documents. Ça peut parfois paraître déroutant, je le comprends. Mais chez CAFPI, nous, on met un point d'honneur à monter les dossiers convenablement et c'est très important. Pour aller un petit peu plus loin, ils vont peut-être trouver des courtiers sur la place qui n'auront pas un niveau d'exigence dans le montage du dossier où ils vont demander solliciter les clients pour avoir
plein de documents, mais dans tous les cas, s'il y a une proposition bancaire qui arrive, ils vont être soumis aux mêmes règles et ils vont avoir à fournir ces documents. Donc à un moment donné, ils vont mettre l'offre de prêt en stand-by et ils n'ont pas plus loin, donc ils n'auront pas les documents. Nous, on préfère faire ça avant. Ouais, bien sûr. Donc, mais effectivement, c'est un moment déterminant, le montage du dossier. C'est très important. Parce que la façon dont nous, on va présenter le projet et le client, parce qu'il y a deux aspects d'analyse pour les banques. Il y a le projet et la situation des clients. Ouais, le scoring bancaire, en fait. Ouais, c'est un peu ça, mais voilà, il y a vraiment deux axes d'analyse. Pour avoir un super projet et une situation perso professionnelle qui est un peu compliquée, ou l'inverse. Une situation personnelle qui est géniale ou même professionnelle, tout roule, et le projet il est un peu, il est un peu compliqué. Bancal, ouais. Exactement. Donc il y a deux analyses complètement différentes. Et nous, la manière dont on va présenter le dossier au banquier est très importante. Voilà. Donc nous, effectivement, je parlais d'expertise tout à l'heure, ça fait partie de l'expertise. D'accord. L'analyse et la présentation. Bon, bah écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci Xavier. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Xavier et Jérôme, et je vous dis à une prochaine. À bientôt.